Alors bonjour à tous, aujourd'hui en fait je voulais parler de comment monter une boîte ou une start-up en particulier. Parce qu'en fait j'ai travaillé dans les start-up dans l'époque d'en 2000, j'ai aussi souvent des demandes d'accompagnement et encore pas très longtemps j'ai bossé avec quelques potes pour mettre en place une boîte aussi qui ne s'est pas faite. Et c'est vrai que j'ai un petit retour d'expérience, alors je ne serai pas un pro des start-up mais je serai quand même capable de vous partager quelques bons petits retours d'expérience. Un des premiers c'était il n'y a pas très longtemps de ça, justement on voulait monter une boîte avec des potes. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même un minimum en fait d'efforts à mettre en place pour faire naître un projet. Déjà, il y a une chose que j'ai apprise, c'est que maintenant, si j'accepte un projet, j'essaye de renoncer à un autre. J'essaie plus de cumuler des projets comme je l'ai fait fut un temps, parce que plus on cumule des projets, en fait, on dilue ses efforts, on dilue ses forces, et on se retrouve finalement à avoir un truc qui est pas génial, parce qu'en fait, on néglige son cœur de business et on rajoute des choses qu'on ne sait pas traiter. C'est pour ça que moi je préfère généralement dire non, dire non, désolé, je peux pas, là j'ai d'autres choses à faire, j'ai ceci, j'ai cela. Et quand j'accepte un nouveau projet, je me dis ok, qu'est-ce que je peux arrêter, où est-ce que je peux prendre du temps. Et j'essaie de préserver du temps pour moi, pour ma famille, blablabla, etc. Donc je vois aussi qu'il y a vraiment un effet minimum. C'est un petit peu, je sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer un feu avec des bâtons. En fait, si vous essayez de faire ça, vous voyez, vous frottez en fait les deux, le bâton avec le support en bois et vous mettez un petit peu de paille. Et souvent en fait, vous avez même un petit mécanisme avec des ficelles qui permet de faire automatiquement tourner beaucoup plus vite le bâton qui va sur la planche. Et on se rend compte que si vous n'avez pas allé à une certaine vitesse, le feu ne s'allumera jamais parce que il y a ce seuil en fait qui permet d'avoir d'efficacité. Et c'est pareil en fait dans le domaine des startups, c'est-à-dire que si vous n'avez pas en fait le minimum atteint ce minimum vital pour que votre projet se lance, ça va pas se faire. Là, le projet dont je vous parlais avec mes potes, en fait on se voyait pas souvent, on se voyait deux week-ends, deux soirs par semaine et dont un soir à distance. On se voyait à distance le samedi et en fait c'était pas suffisant. C'est bien quand on est on va dire extérieur, qu'on est juste actionnaire et qu'on donne des conseils, mais c'est pas bien quand on est vraiment totalement dans le projet et fondateur du projet. Et c'est vrai que moi, il y a eu d'autres personnes aussi qui étaient dedans, on se rend compte que malheureusement ça a mené à l'échec. Et ce qu'il faut en fait, c'est un impact minimum. Voilà. Alors autrement, je vous ai mis une petite dizaine d'étapes à suivre importantes pour que votre projet d'entreprise, etc., fonctionne. Alors, vous pourrez lire l'article tout simplement sur mon blog en entier. Là, je vais vous faire un petit résumé. Donc, vous tapez 13 étapes pour lancer une startup rapidement ou lancer une startup avec conseil marketing et vous verrez l'article complet. Bon, il fait pas loin de 8000 mots, donc c'est un article qui est assez complet. Donc, la première chose en fait, c'est vérifier que l'idée correspond bien à un marché. Alors, pour moi, c'est pas l'étape numéro un, c'est ce que j'appelle moi le prérequis, puisque c'est pas tout de lancer une boîte. Et moi, j'ai vu tellement de personnes qui ont lancé une boîte. Il y a pas longtemps, en fait, j'ai discuté avec un gars qui s'est lancé en fait dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'il est développeur et il est persuadé qu'il y a des choses super intéressantes à faire. Et donc, il a monté en fait un outil qui est compatible à Zendesk, qui est un outil de support client. Et il se dit, bon, ouais, voilà, j'ai monté un truc. Il a bossé tous les soirs avec un de ses potes pendant des mois et des mois. Ils ont monté leur machin et en fait, c'est vrai que ça marche pas mal. C'est même assez intéressant. C'est plutôt spécialisé dans le domaine de l'e-commerce. Et ils ont eu un ou deux clients, mais ils n'arrivent pas en fait à scaler. Ils n'arrivent pas en fait à monter en puissance parce que, certes, ils ont une solution technique, mais ils n'ont pas réussi en fait à aller au-delà en fait de leur simple comment dire, territoire de connaissance. Et donc en fait, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est monter en puissance, travailler en marketing. Une fois qu'ils ont testé leur offre et qu'ils ont des témoignages, c'est voilà, je monte, je monte, je monte, je monte. Donc en fait, là, ils ont vérifié que l'idée correspondait à un marché, mais attention aussi à ne pas être trop en dehors des clous. Par exemple, là, dans leur cas de figure, leur solution, elle est très intéressante, elle aide à gagner du temps, mais sauf qu'en fait, elle s'adresse à des e-commerçants qui sont souvent des cost killers, qui essayent de trouver des solutions qui sont pas chères. Or, en fait, leur solution à eux, elle nécessite pas mal de personnalisation, elle nécessite pas mal de mise en place. Et résultat, il se passe que ils ont du mal à convaincre autre chose que des très gros commerçants. Et donc là, ils sont en train de se poser des questions, à se dire bon, alors quelles sont nos cibles, à essayer de les cibler, les convaincre, etc. Et peut-être aussi de switcher, se dire bah non, finalement l'e-commerce c'est peut-être pas notre truc, mais on va peut-être s'adresser à d'autres secteurs d'activité qui ont plus les moyens, qui sont moins cost killer que l'e-commerce. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est bien, mais il faut vraiment que ça corresponde à un marché que les gens sont prêts à
payer. Il n'y a pas très longtemps également, je discutais avec une personne qui disait tiens voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de convaincre en fait les formateurs et je vais leur vendre un super produit pour les aider à être plus efficaces. Je dis mais attends, tu vas aider les formateurs à vendre, mais les formateurs c'est des petits indépendants, comment tu vas les convaincre, quel prix ça va coûter, et c'est vrai que c'était une solution qui était très onéreuse. Je dis mais attends mais tu comptes faire de la masse là-dessus, enfin le problème c'est certes c'était un besoin, mais en fait il y avait un problème de contacter les personnes, voir s'ils en ont vraiment besoin et que c'était prêt à payer à ce prix-là la solution, ce que je doute un peu. Et donc en fait là aussi c'est pas tout d'avoir une idée et se dire ouais ça peut servir, c'est que les gens soient prêts à payer. Donc si les prospects sont pas prêts à acheter, ça ne sert à rien. L'étape numéro 2 c'est de trouver des associés. Alors ça paraît un peu contre-intuitif de se dire tiens pourquoi dès le départ j'ai intérêt à chercher des associés. Alors ça c'est mon expérience personnelle à moi. Donc j'ai écrit des bouquins, j'ai sorti des produits, des formations vidéo, etc. Et même j'ai essayé de lancer pas mal de solutions web. J'en ai lancé une il y a 4 ans de ça. Et ça a été un échec parce qu'en fait je me suis mis en fait tout seul. Et tout seul en fait il y a une masse de travail. Il faut gérer à la fois la partie technique, il faut gérer la partie marketing, il faut gérer toutes les choses. Et en fait finalement qu'est-ce qui se passe? Ben, on est complètement débordé. Donc moi en fait mon expérience après quelques projets réussis c'est qu'il vaut mieux en fait à plusieurs, même avec des actionnaires ou des associés qui sont pas à 100% dans le projet ou qui ont uniquement une partie de la responsabilité. Mais en tout cas, avoir quelqu'un qui est là pour vous aider, pour prendre une partie des tâches, c'est essentiel. Et pouvoir sous-traiter les choses, c'est vraiment important. Parce que seul, on va être trop débordé et on ne pourra pas prendre de recul. Et les statistiques montrent en fait que ne pas avoir d'associé et monter sa boîte temporairement tout seul, enfin pas temporairement, monter tout seul sa boîte, va vraiment être un risque important dans sa création d'entreprise. Donc il vaut mieux toujours être plusieurs, même si la personne vous dit voilà c'est un projet où on se lance un peu ensemble et puis après on verra comment ça va se passer si on va se séparer. Alors bien sûr il faut se mettre d'accord là-dessus sur est-ce que toi tu veux le faire et quitter ton job ou est-ce que tu veux juste en fait avoir un investissement. On peut se dire là je te donnerai X part, enfin voilà il faut être très clair là-dessus et pas avoir des problèmes d'incompréhension ou de différents objectifs, et ça je vous le dirai tout à l'heure, parce qu'en fait c'est vraiment important parce que moi je sais que j'ai déjà travaillé avec certaines personnes et qui me disaient moi je veux me mettre à 100% sur le projet, mais je dis non moi c'est pas mon idée, moi j'ai plein d'autres choses à faire, je peux t'aider à faire ceci cela mais pas plus, je peux t'accorder tant d'heures par semaine mais pas plus et je vais pas lâcher mon job et je vais pas lâcher mes autres projets pour ça. Et c'est vrai que le dire clairement c'est essentiel, autrement vous allez vraiment aller au devant de vrais problèmes, puisque en fait beaucoup de startups que j'ai créées, ou que j'ai accompagnées, etc. Souvent c'est des entreprises qui allaient plutôt bien, et justement c'est quand ça commence à aller plutôt bien, c'est là en fait qu'on voit les dissensions entre les associés, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été clarifiées dès le départ, et ça c'est un clash, et souvent en fait il y a des startups qui se pètent la gueule parce que les associés se déchirent, et pendant 6 mois, 1 an, c'est la guerre des tranchées, et c'est hyper compliqué. Donc en fait il faut vraiment réfléchir à ça et savoir quels sont vos objectifs à vous. Investissement court terme, long terme, s'investir beaucoup, pas beaucoup, etc. Voilà. L'étape numéro 2, c'est commencer en fait à mettre en place les supports de communication. Même si votre idée elle n'est pas encore finalisée, même si vous n'avez pas encore lancé votre produit, etc. Il faut dès maintenant s'occuper et occuper le terrain et commencer à être un petit peu connu, en particulier via un groupe Facebook, par exemple un blog ou des choses comme ça, ou participer via un profil. Il est vraiment important de se faire reconnaître auprès de sa communauté et créer en fait son premier vivier de prospect, parce qu'en fait c'est tellement long entre le moment où vous allez sortir votre produit et le moment où il va être commercialisable, enfin vous allez avoir l'idée et ça sera commercialisable, qu'il vaut mieux en fait commencer à avoir un petit vivier de prospects, à se faire connaître d'abord. Et ça c'est important. Voilà. Vous pouvez le faire également via un profil LinkedIn, etc. Je dirai juste après. Étape numéro 3, c'est vraiment réaliser son cahier des charges. Alors ça a l'air simple de dire ouais je vais faire un cahier des charges, mais en fait c'est un vrai piège, parce qu'en fait le cahier des charges parfois il fait 5 lignes, enfin 5 lignes, ouais, un peu plus de 5 lignes, généralement il fait 5 pages quand on voit une startup et on va pas du tout dans le détail. Or en fait moi je l'ai déjà fait, j'ai lancé en fait une application mobile il y a 2 ans de ça, et c'est vrai que mon dossier il faisait quand même pas loin de allez je crois 50 pages ou quelque chose comme ça, mais le problème en fait que dans ces 50 pages là j'avais surtout parlé de marketing, j'avais parlé de communication,
communication, j'avais parlé de ceci, cela, et il y avait très peu de choses en fait sur le produit en lui-même. J'avais quelques interfaces que j'avais maquettées, mais j'avais pas du tout parlé du back-office, j'avais pas du tout parlé de la solution technique, et en fait le diable se cache vraiment dans les détails. C'est vraiment dans les détails qu'on se rend compte, tiens ouais j'ai oublié ceci, tiens j'ai oublié cela. Et on va se poser surtout les bonnes questions, clarifier son idée, qu'est-ce qui est vraiment important. Et un des pièges justement qu'on voit trop souvent lorsqu'on crée une startup, c'est qu'en fait, on a tendance à rajouter des fonctions. Le problème dans une startup, c'est pas de rajouter des fonctions, dire tiens si je faisais ça, c'est au contraire simplifier tout. Je crois que c'était Michel-Ange qui disait ça, qu'il avait vu un bloc de marbre et dans une rue, puis quand il a vu ce bloc de marbre, il a dit ah ça sera le David, sa statue le David. Et en fait tout son travail entre le moment où il a vu le bloc de marbre et la fin de la statue, ça a été de simplifier l'idée, aller sur le cœur de l'idée. Et c'est ça en fait qu'on doit faire. Là, il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai rencontré une boîte en fait qui est en Bretagne et qui a lancé une application. Et c'est vrai que là, j'ai rigolé parce qu'en fait, quand ils m'ont dit, bah voilà, l'application, elle ferait ça, puis en plus elle ferait ça, puis ensuite elle fait ça, je dis, mais attendez, non. Non, c'est non. Là, vous êtes en train de rajouter des fonctionnalités supplémentaires alors qu'il faut au contraire se concentrer sur une fonctionnalité de base et la faire le mieux possible. Et cette fonctionnalité de base doit être quelque chose que les gens doivent attendre, doivent adorer, doivent vraiment, ça doit être le game changer. C'est pourquoi en fait ils achètent ou ils utilisent cette application, c'est ça, c'est pour cela. Et c'est vraiment essentiel qu'il faut se dire, je vais me concentrer sur cette idée et je vais pas essayer de rajouter des choses pour renforcer mon concept. Soit mon concept plaît et alors les gens achètent pour ça et ça va être le mieux fait possible, ça va être vraiment le plus dans le détail, etc. Soit en fait c'est pas pour cette idée là et à ce moment là il faut revoir l'idée. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on développe le prototype, le MVP, Minimum Viable Product. Alors le but en fait c'est vraiment de se concentrer vraiment sur ces fonctionnalités clés et pas faire le couteau suisse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il faut vraiment soigner cette killer features et faire en sorte que les gens arrivent à l'utiliser le plus simplement possible. Et c'est voir si cette demande-là correspond bien à ce que demandent les prospects et faire évoluer les choses. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans de ça, donc j'avais développé cette fameuse app mobile. Et c'est vrai qu'au début, il y avait un petit côté couteau suisse. Et donc en fait j'ai commencé par développer une maquette avec Just-in-Mind qui est un outil de prototypage et en fait qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai présenté à un certain nombre de prospects, des gens qui étaient dans le secteur d'activité, des clients et on a fait ces fameux rendez-vous, je montrais la maquette, je disais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, etc. Je posais la fameuse question qui était bon allez si je vous donne 1000 euros maintenant, qu'est-ce que vous en faites, est-ce que vous achetez ce truc là ou alors tout simplement vous allez plutôt investir dans d'autres choses. Voilà. Et autre chose, est-ce que vous vous engagez à faire une précommande de cet outil-là. Et là, en fait, forcément, tout de suite, les gens, si c'est une précommande ou c'est même le fait de dire, tiens, si tu as 1000 euros, qu'est-ce que tu en fais. Enfin, ça dépend le budget. Si c'est 500 euros, c'est 500 euros. Si c'est 100 euros, c'est 100 euros. Mais bref, c'est se dire, voilà, est-ce que vous êtes prêt en fait à acheter ces trucs-là. C'est vraiment important parce que autrement, les gens vont avoir un biais en fait qui va être de pas vouloir vous vexer. Surtout si vous dites, c'est mon idée, j'ai passé 2 ans à faire ceci, etc. Les gens voudront pas vous vexer et ils oseront pas vous dire la vérité. Par contre, si vous dire tiens voilà moi je travaille pour une boîte qui m'a chargé de tester un projet où il y a un de mes amis tiens qui m'a présenté cette application, qu'est-ce que tu en penses, des choses comme ça. Et donc en fait en se mettant d'un point de vue externe, les gens oseront beaucoup plus critiquer et dire est-ce que j'achète ou pas. Et bien sûr le fait de tester l'achat est essentiel puisqu'en fait vous pourrez même aller tester l'achat avec l'étape numéro 5, c'est connaître le prototype au premier prospect, aux influenceurs. Alors en fait il y a plusieurs techniques, hein. Il y a la technique assez classique qui est tester le produit avant qu'il soit sorti. Donc vous créez une landing page, vous faites de la publicité Facebook Ads, vous le mettez sur le Bon Coin, vous le mettez sur Google AdWords, vous envoyez des emails par exemple à des contacts sur LinkedIn, vous envoyez des emails si vous avez un blog à vos abonnés. Enfin bref, il faut faire connaître votre prototype aux prescripteurs, aux prospects et aux influenceurs. Et ne croyez pas que les gens refusent. Par exemple, moi il y a pas plus tard que 2 mois de ça, il y a un gars en fait qui m'a contacté, il m'a dit tiens voilà, je suis à Paris, j'ai une idée de start-up, je voudrais lancer, c'est dans le domaine des avis en fait, hein, et en fait je veux lancer un truc dans le domaine des avis, toi Frédéric qui travaille dans ce domaine-là, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils là-dessus, je propose de déjeuner, je t'invite à déjeuner et puis on discute de ça. Alors généralement je le fais pas parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais là bon, comme c'était un sujet qui m'intéressait, je me dis tiens ouais tiens ça peut être intéressant rien que pour moi, pour ma culture personnelle, et c'est vrai qu'on en a échangé pendant 1 heure et demie
mis autour d'un petit verre et d'un burger saignant avec un petit peu de lard. Et c'est vrai que c'est un bacon burger et c'est que c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que ben, il m'a présenté son projet, il me dit ben non ça j'y crois pas du tout, ça j'y crois, attention à ça, attention à ci, attention à ça. Alors bien entendu, il y a peu de gens qui accepteront ben, de travailler gratuitement, puisque mine de rien c'est travailler gratuitement, hein, de faire ça. Donc vous pouvez parfois aussi demander à quelqu'un qui est expert dans son domaine, en disant tiens voilà, si je te file 100 euros, est-ce qu'on peut avoir une conversation téléphonique à distance sur mon projet. Et c'est vrai que ben, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je travaillais dans le domaine du CRM, que des gens me disent bah, tiens, qu'est-ce que tu penses de mon produit, etc. etc. Et il y a pas encore très longtemps, j'ai un ex-collègue en fait qui a monté sa boîte et bah, qui me disait bah tiens fais-moi un bilan. Je dis bah non moi j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Il me dit bah juste 1 heure et demie au téléphone. Est-ce que tu peux prendre 1 heure à analyser ma stratégie, mon site internet et tout ça. Bon, je dis ok. Bon j'ai pris en fait SEMrush, j'ai pris après quelques outils pour analyser. J'ai regardé un petit peu le référencement, les mots clés. J'ai regardé un petit peu la conversion du site internet. J'ai utilisé l'analyse en tunnel AR avec la conversion pour savoir un petit peu où il en était. Je lui ai demandé bah, qu'est-ce que tu as mis comme action en place. Je lui ai dit bah voilà tiens en priorité, travaille sur la conversion, ensuite sur le recrutement, etc. Donc en fait, vous pouvez faire comme ça appel à des personnes que vous payez des sommes pas très importantes hein, pour tester votre idée. Comme je disais, Facebook Ads, hein, c'est aussi un moyen qui est devenu maintenant cher, mais qui est intéressant. Vous pouvez par exemple tester votre offre auprès par exemple d'un groupe Facebook sur une thématique, d'une page Facebook sur une thématique, par exemple d'un concurrent, et vous testez 3-4 landing pages différentes. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, j'ai fait une formation vidéo sur les landing pages qui vous expliquera comment faire. Et vous testez même en speed testing, hein, en A/B testing, 2 versions du landing page pour savoir quels sont les arguments qui marchent le mieux. Voilà. Le but, en fait, c'est vraiment d'aller tester son offre le plus possible, le mieux possible, avant de se lancer et d'aller trop loin. Parce qu'en fait, par exemple, moi, dans l'application que j'ai lancée il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, avant de lancer le projet, comme je disais, j'ai fait tous les maquettes, donc des maquettes qui ont été présentées au prospect. Ensuite, j'ai fait une maquette de l'app mobile avec Just in Mind qui ressemblait goutte pour goutte hein, vraiment à l'application, puisqu'en plus j'étais passé par une agence de web design qui m'avait fait tous les designs, les parcours, et on avait en fait une maquette qui était faite avec Adobe InVision. Alors c'est un concurrent de Just in Mind, mais beaucoup de graphistes sont habitués à utiliser Adobe, donc ils utilisent Adobe. Et donc en fait, j'étais capable de montrer à des clients sur mon téléphone comme si c'était une application normale. Regardez, l'application elle est là. Et les gens me disaient waouh, c'est génial, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Je peux le montrer à mes collègues, etc. Alors c'est bien sûr une maquette, mais c'était intéressant parce qu'en plus je pouvais personnaliser cette maquette là avec des termes, avec des mots clés, avec du vocabulaire qui était lié en fait aux personnes. Donc ça c'est un excellent outil qui va vous permettre en fait de tester avant de trop dépenser. Et bien sûr votre maquette vous pouvez même le faire sous forme de par exemple de packaging, vous pouvez le faire même sous la forme en fait d'un prototype qui peut être imprimé en 3D hein, si vous pouvez le faire. Moi il n'y a pas très longtemps en fait j'ai aidé un de mes collègues de bureau qui en fait lançait un accessoire pour le golf. En fait, c'est un accessoire sur le golf parce qu'en fait, quand on se baisse et qu'on va mettre la balle sur le taille, je crois que c'est ça que ça s'appelle, en fait, on se déconcentre, etc., etc. Et puis il avait inventé une machine qui permet automatiquement d'aller, comment dire, mettre la balle sur le truc, etc., 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 qui permet de rester concentré, blablabla. Et c'est vrai que, il disait, bah là, moi, ce qui m'intéresse, c'est construire un prototype. Et il a construit un prototype. Il a même fait une vidéo de présentation pour avoir un peu de financement avec du crowdfunding, etc., etc. Et c'est vrai que tout de suite ça a plu. Et le fait d'avoir ça, d'être passé par une entreprise qui a fait une vidéo pro, d'avoir lui fait une maquette avec le truc et d'avoir un truc quasi réel, tout de suite ça donne vie au projet. Parce qu'il faut vraiment se dire que les entrepreneurs, les financeurs en fait hein, ne vont plus en fait financer un projet qui existe sur rien. À chaque fois en fait, si vous êtes une start-up, il faut déjà prouver la rentabilité de votre projet, il faut prouver que vous avez des premiers clients, il faut prouver qu'il y a des gens qui sont intéressés, et c'est uniquement une fois que vous avez fait ça que les gens sont prêts à investir. Donc voilà, donc c'est vraiment important de voir ça. Donc on arrive justement à la partie financement, étape numéro 6. Au départ en fait forcément il n'y a pas trop le choix, hein. C'est la love money, c'est vos économies, c'est le chômage qui vous permettent en fait de durer et de créer votre projet. Parce que il faut savoir que le cash c'est vraiment le
au début, en tout cas dans une entreprise, c'est vraiment le plus important parce que bah, les clients aussi, hein, bien entendu, mais la trésorerie c'est essentiel parce que plus il y a enfin, quand il n'y a plus de trésorerie, ben, l'entreprise s'arrête. C'est comme un moteur, s'il n'y a plus d'essence dedans, c'est fini. Et donc en fait, il faut vraiment surveiller sa trésorerie comme du lait sur le feu. C'est pour ça qu'il bien sûr, il faut être radin, il faut essayer de trouver des solutions astucieuses. Alors il ne faut pas non plus aller à l'inverse. Moi, par exemple, j'ai bossé avec une startup il y a 2 ans, hein, une startup belge, et c'est vrai que à la fin c'était pénible parce qu'en fait, ben, notre directeur marketing, il cherchait souvent en fait à économiser trois bouts de ficelle pour tout simplement faire soi-même en interne des choses, alors que bon, pour 250 balles ou 150 balles, eh ben, on arrivait à faire les choses par un professionnel, des choses qui moi me prenaient une journée entière pour 150 balles, on pouvait le faire par une boîte externe avec une super qualité. Donc parfois en fait il faut aussi accepter de se dire bon, on va pas tout faire en interne, mais on va faire appel à des professionnels. La bonne nouvelle c'est quand même qu'il existe énormément de choses gratuites, hein, que ce soit des outils, que ce soit des informations, des données, etc. Et c'est vraiment, faut faire un choix et savoir un petit peu ce qu'on va utiliser et ce qu'on va pouvoir en fait acheter. Voilà. Alors la structure d'entreprise, ça en fait, c'est pas forcément essentiel de le faire au départ. Moi en fait, ce que je recommande plutôt, c'est voilà, vous testez votre projet, vous commencez à le lancer, et tant que vous n'avez pas vos premiers clients, vous n'encaissez pas un petit peu votre argent, bah c'est pas la peine de monter une boîte, c'est trop de contraintes, trop de structures. Moi je sais quand j'ai monté une boîte là, pour moi il y a, bah, pour conseil marketing, hein, j'ai changé de structure, c'était il y a 4 ans, 3-4 ans, et ben en fait tout simplement, bah, ça m'a pris du temps, même si c'est un truc tout con, remplir les statuts, aller voir le comptable, faire ceci, faire cela, ça m'a fait perdre au moins 2-3 jours quoi. Et moi ce que je recommande plutôt c'est au départ, tant que le projet est vraiment dans ses phases de prototypage, bah, faites plutôt tout simplement bah, éventuellement une association ou alors monter un truc plutôt à titre personnel. Tant que en fait bah, c'est juste un projet, que vous n'avez pas de clients et tout ça, bah, c'est pas forcément un problème, sauf si vous êtes sur une activité sensible. Si par exemple vous faites, je sais pas, de la diffusion de vidéos, si vous reprenez des contenus qui sont pas à vous, alors là par contre il faut quand même se blinder. Mais au départ en fait vous pouvez tout simplement vous dire bah voilà je vais attendre d'avoir mes premiers clients et voilà après par contre il faut un petit peu comment dire, se caler comme je disais avec vos associés et les autres personnes sur quelle va être la structure juridique. Et ça c'est important. Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an et demi, ben, en fait j'ai re-rencontré des potes que j'avais rencontrés 2 ans et demi avant. Enfin, c'était il y a 2 ans et demi ils ont monté leur boîte. Il y a 1 an et demi donc je les ai rencontrés et c'est là c'était la douche froide. Il y a 2 ans et demi ils étaient copains comme cochons, c'était vraiment des potes, ils avaient monté leur propre boîte, ils étaient copains et ben, leur boîte a pas mal marché. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'1 an et demi ils ont commencé à avoir des dissensions sur les objectifs de l'entreprise, etc. Et manque de bol en fait, il y en avait un qui était sans doute un peu plus malin que l'autre, qui s'était désigné, je sais plus quel terme exact, mais c'était lui de l'associé gérant. C'est lui qui avait 51% des parts. Et en fait, bah, tout simplement, l'autre s'est retrouvé éjecté. Il avait plus enfin, s'il avait encore des mots à dire dans la boîte, mais c'était plus lui le boss. Il s'est fait éjecter de sa propre boîte. Et il y avait d'autres actionnaires qui sont rangés du côté en fait de l'actionnaire principal. Et résultat, bah, ils ont dû se séparer et ça a été un petit peu bah, la guerre. Et bah, forcément, ils sont plus du tout amis maintenant. Donc en fait, il faut vraiment y réfléchir dès le départ et savoir quelles sont les conséquences. Parce que monter une boîte, c'est un peu comme un mariage en fait, hein. Bah, chacun apporte des choses, on met en commun des biens, on génère du chiffre d'affaires, et bah, c'est comme un mariage. Il faut toujours prévoir le cas le plus difficile qui est le divorce. Si vous vous mariez, vous dites pas oh allez on verra ça plus tard, de toute façon je t'aime ma chérie, on va faire un truc classique où on va avoir la communauté réduite aux acquets, machin, blablabla. Mais en fait, c'est quand on se sépare que c'est là que on se rend compte de se dire oh putain merde, quelle connerie j'ai faite. Et c'est vrai que moi j'ai connu des gens comme ça qui sont séparés et qui ont tout perdu, surtout s'ils ont une boîte. Et ben en fait, ça peut être très compliqué. Donc pareil, à titre personnel, enfin à titre professionnel, quand vous montez votre startup, définissez exactement qui fait quoi, hein, les rôles de chacun, le périmètre et le périmètre de maintenant et le périmètre de plus tard, et aussi qui va avoir quel pourcentage de parts, qu'est-ce que vous allez distribuer, etc. etc. C'est vraiment important parce qu'en fait, vous risquez autrement en fait de vous déchirer hein, au moment où la boîte va commencer à gagner un peu de pognon et c'est pas le moment en fait d'aller se prendre la tête là-dessus. Voilà. Et souvent, vraiment le truc que je vois le plus souvent, c'est les gens qui n'ont pas les mêmes objectifs de vie.
Vraiment, c'est ça. C'est est-ce qu'on va monter la boîte et faire un truc international, ou alors dès que c'est un peu de succès, qu'on a des propositions, on fait entrer des actionnaires. C'est vraiment des choses importantes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un ancien collègue qui a monté une très belle boîte en fait dans le domaine du social selling et de la sales intelligence. Et c'est vrai que pendant un an et demi, ils ont monté leur boîte ensemble. Ils avaient le chômage, etc., etc. Ben, au début, ils avaient donc des petites économies, etc. Et puis au bout d'un moment, c'était un petit peu dur. Mais heureusement, donc, ils s'étaient mis d'accord dès le départ de se dire bah, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher une levée de fonds et on se met d'accord pour ensuite vendre. Ils ont vendu à une belle boîte française dans le domaine des bases de données. Et c'est vrai que bah, ils sont tous les deux eu des postes à l'intérieur de l'entreprise parce qu'ils s'étaient mis d'accord en se disant bah oui, de toute façon il faut qu'on trouve un actionnaire, il faut que maintenant on pérennise un petit peu le truc, etc., etc. Donc en fait il faut se mettre d'accord sur les objectifs de vie avec ses associés. Ou alors se dire, ben voilà, c'est sur telle durée, moi je suis capable de travailler sur un an et demi, 2 ans, etc. Et pas plus quoi. Et il faut vraiment se dire cela, en particulier si par exemple vous voulez fonder une famille ou vous marier ou des choses comme ça, c'est assez important de savoir quels sont vos objectifs à vous personnels. Parce que souvent en fait la stratégie d'entreprise dépend également de votre stratégie à vous personnelle. Quand moi parfois je rencontre des dirigeants qui me disent tiens voilà qu'est-ce que je veux faire, et bien en fait c'est important de dire mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie pour toi. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un vieux contact que je voyais dans des salons régionaux, les DEFCOM, et c'est vrai que j'ai dit bah, tiens, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, qu'est-ce que tu fais? Il me dit voilà, j'ai revendu ma boîte, machin, etc. Il dit mais alors c'est quoi ton objectif? Il me dit clairement mon objectif, bah, tu vois, j'ai vendu là, maintenant je les accompagne pendant tel temps de temps, et après en fait bah, je vais prendre ma retraite et là je vais me faire un petit pactole. Et il faut comme ça avoir sa vision et se dire qu'est-ce que je vais faire, et ça permet en fait de faire les bons choix. Et ça permet de se dire, bah, ok d'accord, je vais nommer telle personne, ou je sais que dans 3 ans je vais revendre la boîte et je vais faire ceci, cela. Donc en fait, il faut que j'améliore le cash, il faut que j'améliore la trésorerie, ou au contraire, si je suis dans une phase de croissance, et ben, je vais plutôt faire du chiffre d'affaires, blablabla. Donc voilà, c'est des choses importantes. La huitième étape, je dirais que c'est le non commercial. Le non commercial, bah, en fait, plus on est petit, plus on est une petite entreprise, plus en fait le nom et la charte graphique vont être importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les grosses boîtes, souvent, ils sont en retard. C'est vraiment important de se rendre compte de ça. Une petite boîte, une start-up est capable en fait de casser les codes, de faire quelque chose qui va être original plutôt, et bah, d'avoir de l'émotion, de faire un truc qui va être sympathique, alors qu'une grosse boîte, bah, souvent en fait, il y aura des gens qui vont être un peu plan-plan, qui disent mais non, mais on peut jamais faire ça, c'est pas possible, ou alors qui vont réutiliser les techniques, les outils qui datent d'il y a des années et qui sont en fait ben, plus du tout à la mode. Donc en fait c'est vraiment important de travailler à la fois le nom de l'entreprise, le logo, le concept. Moi j'aime bien en fait une boîte qui est assez sympa là-dessus que vous pouvez regarder. Alors c'est Frishti en fait. Qui est une boîte en fait qui fait de la livraison de produits, etc. Donc j'ai commandé une fois ou deux. Ce que j'aime bien en fait, c'est que toute leur communication est vraiment totalement décalée. Par exemple, leur truc, c'est par amour du bon, cantine, resto, supermarché, livré en 20 minutes. Et là, par exemple, la sélection du jour, il y a marqué les stars de la saison, équilibre à emporter en réunion, les salades en kit, le kit de pâtes. Il y a vraiment, il y a l'histoire des producteurs, il y a vraiment tout un truc. Et quand vous êtes livré, vous avez une application, vous avez des messages qui vous sont envoyés. Enfin bon, c'est assez bien fait parce qu'en fait, il y a de l'humour un peu partout. Et partout en fait dans cette communication-là, par exemple, il y a la formule festin, la formule équilibre. Donc il y a vraiment de l'émotion. Ils vont pas juste dire, bah, voilà, c'est la formule végétarienne. Et ben ils vont se permettre de dire, bah voilà, il y a quoi dans il y a la salade poulette. Et une mousse au chocolat, c'est un peu classique. Mais en fait, il y a vraiment pas mal de trucs. Voilà, salade poulette bac. Vous voyez, il y a un petit truc avec bac. Voilà. Une salade bien copieuse avec un filet de poulet français, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ils mettent de l'émotion, ils mettent comme ça un petit peu un caractère. Et quand vous commandez chez eux, vous avez même un bon de réduction, je crois, que vous pouvez offrir à vos collègues. Pour dire un collègue gourmand, il a 15 euros de réduction, un collègue qui est plutôt, je sais pas, je sais plus quoi. Enfin bon, ils ont personnalisé, ils ont vraiment rajouté du marketing. Parce qu'en fait, le marketing peut rajouter de la valeur, peut rajouter de l'émotion, et ça permet en fait d'aller contrer les grosses boîtes qui sont souvent un petit peu contrées et contraintes par de la communication très corporate, des habitudes, des clients, des ceci, des cela. Donc en fait, voilà,
travaillez vraiment cet élément-là. N'hésitez pas à investir dessus. Alors, bien sûr, pas des millions d'euros, hein, vous n'avez pas acheté une boîte, enfin, payer une boîte pour vous trouver des noms de marque. Il y a des outils en ligne qui permettent de faire là-dessus. Il y a aussi 99 Design qui permet de faire des designs. Enfin, bref, vous pouvez vraiment vous différencier là-dessus. Et là, l'intérêt, bien sûr, c'est d'utiliser des outils comme WordPress qui permettent en fait de récupérer des thèmes et des choses comme ça qui font des trucs vraiment très sympas. Donc, une fois que vous avez fait ça, bien sûr vous allez ouvrir votre compte bancaire et voilà, au départ vous pouvez utiliser des choses très très simples comme Stripe ou PayPal, hein, pour créer votre entreprise et récupérer vos premiers deniers sonnants et trébuchants. Mais après bien sûr vous pourrez monter votre boîte avec un vrai compte bancaire qui fait quand même beaucoup plus professionnel, etc. Alors ensuite, bien sûr, la comptabilité. La comptabilité, ça aussi, une fois qu'on a commencé à avoir un petit peu ses premiers, ses premières ventes, etc., c'est quand même important de mettre en place un minimum de, je dirais pas de contrôle de gestion, mais un suivi des ventes. Comme je disais, la trésorerie est vraiment importante. Et puis bien sûr, il va falloir commencer à payer sa TVA, à suivre les finances, etc., etc. Donc en fait, dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille au départ, c'est plutôt de passer par un expert comptable. Vous avez certes des logiciels qui permettent de faire la facturation. Bon, la facturation ça va, mais tout ce qui est comptabilité, je vous invite à pas le faire. Moi, je l'ai fait pendant des années. Alors si vous êtes auto-entrepreneur, ça va, mais si vous avez une vraie boîte, c'est quand même au moins 1 heure par semaine minimum entre la déclaration de TVA, le chiffre d'affaires, les achats, les bidules. Donc au départ, prenez plutôt un expert comptable. Pourquoi pas un expert comptable en ligne? Ça vous coûte 150 euros par mois et il s'assure en fait que votre comptabilité est carrée et en fait il fait la plupart des déclarations. Voilà. 11e étape, c'est construire l'équipe. Alors, construire l'équipe, ça paraît un peu bizarre de dire ça parce que dans une startup au départ, vous aurez sans doute pas de salariés. Ce que je vous engage à faire, c'est plutôt de travailler avec une équipe agile, c'est-à-dire travailler avec des freelances, des consultants, des stagiaires, etc. Mais en fait, construire votre équipe, ça veut dire la mobiliser. Ça veut dire tout simplement motiver les gens. En fait, il faut que les gens pensent que votre projet, c'est leur projet. Il faut qu'ils aient le droit à dire, il faut qu'ils aient une autonomie, qu'ils se sentent vraiment la partie prenante d'une aventure. Voilà, c'est vraiment leur dire voilà, vous êtes une aventure. C'est un petit peu comme Steve Jobs a recruté un grand ponte de Pepsi ou de Coca pour travailler, je crois que c'est Scully, pour travailler en fait dans sa boîte pour développer le marketing. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer à vendre du sirop sucré toute ta vie ou est-ce que tu veux vivre une aventure et rejoindre le camp des pirates ou je ne sais quoi? Donc en fait là-dessus c'est là que vous allez faire la différence. En fait, une startup va permettre d'aller beaucoup plus vite, de monter en compétences et de faire confiance aux gens. Dans une grande boîte, vous ne laisserez jamais un stagiaire, vous ne laisserez jamais quelqu'un qui a 20 ans se démerder pour faire la com et tout ça. Voilà, en fait, là, vous avez vraiment l'autonomie. Moi, j'ai jamais autant appris que lors de mes premières années dans une startup. Une année de startup à l'époque, hein, ça c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, une année de startup, ça valait 2 ans, 3 ans dans une grande entreprise. Et quand j'ai ensuite enchaîné dans une grosse boîte, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est lent, 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 lent. Alors maintenant, c'est différent parce que beaucoup de grandes boîtes et d'entreprises ont pris un rythme startup, même si c'est pas aussi tendu que dans des startups. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet avoir une bonne culture d'entreprise, une motivation. Ça permet vraiment de booster les gens et d'aller les emmener au-delà de leurs limites, hein, et de monter en compétences. Après, il faut savoir aussi que si vous demandez ça à des personnes, il faut savoir que ça empiète beaucoup sur leur vie privée. Il faut vraiment être d'accord là-dessus. Encore une fois, c'est une question de communication. Il n'y a pas très longtemps, en fait, j'avais un de mes potes qui est développeur, qui a voulu changer un petit peu. Il en avait un peu marre de bosser dans une grosse boîte et il s'est dit tiens, je vais bosser dans une start-up où il a accepté un salaire qui était moindre mais avec des projets qui étaient super motivants, sauf qu'en fait les mecs étaient super exigeants. Lui il a 2 enfants et on lui demandait de faire des heures et des jours, de travailler le week-end, de faire des astreintes. Forcément quand on a 2 mômes, au bout d'un moment, si en plus les gens étaient super exigeants et ça c'était jamais il fallait toujours en faire plus, aller toujours dans des délais impossibles, trouver des solutions avec des bouts de ficelle. Et à un moment donné, il a dit stop, quoi. Parce que tout simplement, le travail en mode start-up, c'est compliqué quand on est habitué à travailler dans une grosse boîte. Et donc, il faut trouver les personnes qui acceptent cela. Alors, donc, comme je disais, il y a les salariés, il y a les stagiaires,
il y a aussi les consultants. Et c'est vrai que les consultants, les freelances, c'est un bon moyen de travailler avec eux, choisir les bons qui vont vous permettre de développer votre boîte rapidement. Il vaut mieux avoir par exemple un bon développeur et le payer un peu plus cher que travailler avec des développeurs foireux qui vont vous faire du code dégueulasse, qui vont faire un truc qui n'est pas génial. Donc voilà, trouver les bonnes personnes, c'est vraiment important. Et si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il faut vraiment se dire ça, c'est que il vaut mieux ne pas choisir une personne si vous avez un doute que choisir une personne avec qui vous avez un doute. Alors pour deux choses, souvent si vous avez un doute, ben, c'est fondé. Et deuxième chose en fait, si vous avez un doute, ce qui va se passer, c'est que mine de rien, vous allez avoir au début un petit rancœur, un petit regret, et ça va ne faire qu'empirer au fil du temps. Moi j'ai eu le cas il y a pas très longtemps avec une personne en fait qui était embauchée et en fait c'est vrai que enfin embauchée en contrat d'alternance et en fait ce qui s'est passé c'est que ma collègue disait bah, non mais ça va pas pour ceci pour cela et donc au final à chaque fois ben ça allait pas trop elle osait pas trop lui dire machin il y avait des incompréhensions et c'est vrai qu'à la fin quand est venu le moment de renouveler ou pas le contrat et ben on a échangé ensemble et elle m'a dit non bah non je vais pas la prendre parce que elle est super gentille, ceci, cela, mais non, mais ça va pas, et ça va, la situation ne fera qu'empirer, et mon avis sur elle va qu'empirer. Je préfère stopper et pas reprendre pour une année supplémentaire, parce qu'autrement, ça va être pénible pour nous deux. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important à connaître. Voilà. Et donc ensuite on passe sur la présence minimale sur internet, hein, comme j'ai beau site internet, landing page, compte nourri sur les médias sociaux, marketing automation. D'ailleurs j'ai une formation sur marketing automation si vous êtes intéressé. Et bien sûr, après, essayer de trouver ses premiers clients, que ce soit des partenariats, networking, rencontrer d'autres personnes, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le plan de l'article, hein. Vous pouvez le consulter, donc un article de 8000 mots, vous verrez, il y a plein de choses que j'ai racontées. Je vous montre aussi un petit peu la success story de Slack. C'est vrai que Slack au départ, en fait c'est une boîte qui faisait un jeu vidéo qui s'appelait Glitch, et en fait ils avaient une équipe au Canada, une équipe aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour communiquer entre ces deux équipes-là, ils ont créé Slack, un petit outil de communication. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que le logiciel, enfin le jeu vidéo Glitch, avait de plus en plus de mal à sortir, à évoluer et être adopté par les utilisateurs. Alors qu'au contraire, Slack, à chaque fois qu'ils le montraient à des gens, ils disaient waouh, c'est génial, on voudrait avoir Slack. Et ils ont complètement switché et ils ont en fait arrêté leur produit Glitch, le jeu vidéo, et ils ont lancé Slack. C'est là en fait ce qu'on appelle le fail fast, c'est-à-dire que dans une startup, il faut accepter de se péter la gueule rapidement et de changer d'avis et de changer de situation. Si les clients vous demandent ça, vous faites ça. Voilà. Donc voilà, ça vous pouvez le revoir. Je vous ai raconté l'histoire dans les grandes lignes, hein. Vous verrez aussi un petit peu le cahier des charges de Business Canva. Je vous ai marqué un petit peu ça, comment on fait une maquette. Bref, la killer feature, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, technique du growth hacking. Voilà, vous regarderez en fait l'article complet. Vous tapez dans Google 6 étapes pour lancer, c'est même pas 6 d'ailleurs, c'est 13 étapes pour lancer une startup rapidement avec un petit budget. Et vous me retrouvez ou vous tapez lancer une startup. Voilà. Donc à vous de jouer. J'espère que ces petites idées vous auront permis d'éclaircir quelques points si vous voulez monter votre boîte ou si vous avez déjà monté votre boîte. Et n'hésitez pas, moi j'aimerais bien aussi avoir votre retour. Si vous avez aussi des retours d'expérience sur les startups, sur monter une boîte, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir, que ce soit dans l'article de blog ou dans cet enregistrement-là. Mettez-moi derrière en fait vos suggestions, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des idées, des conseils que vous mettriez en plus. Moi, ça me permettrait peut-être d'enrichir l'article et d'aller un peu plus loin. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, puis à très bientôt. Bye bye, ciao.